Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Tentons de nous mettre d'accord aujourd'hui, comme disait Georges-Marc Benamou, le débat d'idées. Il évoquait le quotidien de Paris, où chez Philippe Tesson, il y avait tous les avis qui pouvaient s'exprimer dans ce journal. On va essayer de débattre avec vous, avec Christian de Villeneuve, journaliste politique. Vous avez dirigé de nombreux journaux, Le Parisien, Bonjour. Paris Match, JDD, voilà, homme de presse. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour. Vous êtes où je suis perturbé, vous avez changé de place. Non, c'est pas moi. Éditorialiste politique sur Sud Radio tous les jeudis matins. Et puis Poulain sans réserve, c'est le vendredi à midi. Jérôme Dubu, bonjour, membre du Polydé d'Horizon, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonjour, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. La CGT menace de grève pendant les JO. Emmanuel Macron reçoit les chefs de parti au sujet de l'Ukraine. Et puis je voudrais bien que vous m'expliquiez comment vous comprenez ces positions face à la Russie, la laïcité avec 38 recommandations pour mieux protéger les professeurs. J'ai l'impression d'un cautère sur une jambe de bois. Et puis l'État n'est pas une pompe à fric. Attention, papa le maire gronde ses enfants. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous m'apprenez quelque chose ? Un coup de cœur. Oui, alors en fait, c'est la Monnaie de Paris qui va éditer 3 nouvelles pièces avec régulièrement, il y a des changements de pièces. Alors je crois que c'est tous les 14 ans, on peut renouveler la face du pays. Et là, c'est 3 femmes qui vont être mises à l'honneur sur les pièces de 10, 20 et 50 centimes au travers de Simone Veil, de Marie Curie et de Joséphine Baker. Donc c'est 3 personnes qui ont profondément marqué le pays, qui ont marqué l'avancée des droits des femmes, l'avancée de la place des femmes aussi dans la société. Bien. Et je trouve que souvent, on est dans des messages très caricaturaux et c'est quelque chose d'important. Et puis, je crois que c'est aussi quelque chose d'important parce que la monnaie, depuis que les Romains, enfin, ça a toujours été la personnalisation de ce qu'on voulait porter. C'était le visage de l'empereur, le visage du monarque, et mettre à l'honneur des femmes, mettre à l'honneur des femmes exceptionnelles. C'est 3 parcours de vie très différents d'ailleurs sur les 3. Une femme politique rescapée d'Auschwitz, une militante contre la cause du racisme, devenue française par volonté, engagée dans la résistance, et puis une des plus grandes chercheurs qu'on a pu avoir, double prix Nobel. Eh bien, c'est aussi un message positif. Et on est dans un monde, je trouve, qui est tellement négatif, tellement anxiogène, où il y a tant de haters, on se complaît dans ce qui ne va pas. Avoir un message un peu positif, un peu d'envie, pouvoir donner un exemple aux petites filles de ce pays, quand elles vont avoir dans leur tirelire un visage de femme et un visage d'un parcours exceptionnel de femme, je trouve que c'est bien. Oui, et puis qu'on en parle dans les écoles et très bonne, qu'on leur donne pas les pièces. C'est sûr, c'est mieux que la récupération de Simone Veil par LFI. Ça a été sa semaine hier, la semaine dernière. Mathilde Panot. Mathilde Panot. Jérôme, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule. Ça changera du coup de cœur, qui est beaucoup plus triste d'ailleurs, parce que c'est effectivement, on en vient à LFI, puisque c'est ce qui se passe sur la liste LFI aux européennes, avec en 7e position, mais il n'y a pas que ça. C'est le coup de gueule que je donne en 7e position, la présence de Madame Rima Hassan. Alors moi, je n'ai rien contre cette jeune femme, qui est d'origine effectivement palestino-syrienne, puisque elle est née en Syrie, elle a eu la nationalité française en 1990, je crois, si mes souvenirs sont bons, ou peut-être un peu plus tard. Bref, peu importe. En tout cas, elle est palestino-française. Bon, donc ça, elle a le droit de se présenter, etc. Tout à fait. Mais son parcours nous interpelle. Son parcours nous interpelle énormément. Elle a d'abord fait. Alors, elle a un diplôme de droit public, si mes souvenirs sont bons, et elle a fait, lors de ses études, déjà une thèse sur la comparaison entre l'Afrique du Sud pré-Mandela, c'est-à-dire apartheid, et Israël. Et ça s'annonçait mal. Ça s'annonçait mal. Et quand vous lisez un peu, j'ai lu les extraits de cette thèse, c'est déjà un peu hallucinant. Parce que, en clair, l'Afrique du Sud, pré-Mandela, et Israël aujourd'hui, Netanyahou, c'est la même chose. C'est-à-dire des politiques d'apartheid. Bon. Et puis, elle n'en est pas ce premier fait d'armes, puisque depuis le 7 octobre, elle a eu des déclarations
proprement hallucinantes. Ouais. Je ne vais pas toutes les citer, mais elle a refusé de condamner le Hamas. Je crois qu'elle considérait que l'action était légitime. Alors, c'est ça. On croit du Maurras dans le texte. C'est le pays légal et le pays réel. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'elle dit que, en gros, l'action du Hamas est légitime. Elle n'est pas légale, mais elle est légitime. Sous-entendu, elle est soutenue par des forces populaires. Et donc, elle a refusé de condamner cet acte de terrorisme. Elle a voulu, très récemment, faire en sorte que le Hamas ne soit plus considéré comme un mouvement terroriste, mais comme un mouvement de soulèvement armé. Bon. Vous voyez un peu la subtilité de l'affaire. Enfin, la subtilité entre guillemets. Parce que je crois qu'elle demande la fin d'Israël aussi. Alors, elle demande, c'est ça. Elle demande en fait que, alors c'est le slogan qui est repris par le Hamas très directement, que en fait le territoire palestinien soit du Jourdain à la mer. C'est-à-dire qu'on exclut Israël, on fait en sorte qu'Israël n'existe plus, sans reconnaître effectivement la légitimité à l'existence d'Israël. Donc tout ceci est très inquiétant. Elle est en numéro 7, donc éligible, quasiment éligible. Elle peut siéger au Parlement européen. Et puis j'attire l'attention aussi sur cette liste du numéro 2. Le numéro 2, il est sortant, c'est un eurodéputé sortant LFI, qui s'appelle Younous Omarji, qui se retrouve numéro 2 de la liste cette fois-ci, et qui lui-même a proposé, très récemment, en janvier 2024 au Parlement européen, il a proposé la même chose que Madame Hassan, c'est-à-dire la requalification du Hamas non plus en mouvement terroriste, mais en mouvement de soulèvement armé. Bon, donc on a tout compris. C'est une liste islamo-gauchiste. Moi, je laisse les électeurs juger, mais c'est ça a l'avantage d'être clair dans l'attitude de LFI, d'aller à la quête du vote musulman, quoi. Donc il a déposé un amendement pour qualifier le Hamas, lui, de groupe armé palestinien. Groupe armé palestinien. Voilà, génial. Donc il faut que les électeurs soient quand même un peu au courant de ce qui se passe. Oui, mais enfin, cette liste-là, elle est à destination de certains électeurs, tout à fait. Très, très clairement. Mais il faut que les autres électeurs le sachent. Oui, c'est clair. Alexis ? Oui, non, mais moi je crois que c'est clairement ça. C'est un choix volontaire de la France insoumise. Enfin, vous avez remarqué que pour ces élections européennes, la gauche y va façon puzzle. La NUPES n'existe plus, ça c'est officiel. Et pour ce qui est de la France insoumise, ils ont décidé de forcer le trait en allant jusqu'au bout sur cette liste, avec aussi une prise de guerre écolo. Un ancien eurodéputé vert qui rejoint la liste de la France insoumise. Donc ça reste exactement sur la même ligne. Jean-Luc Mélenchon résume ça en disant on avait raison depuis le début, finalement il fallait condamner l'action d'Israël à Gaza, mais c'est un choix stratégique, évidemment, c'est un choix politique aussi. La cause palestinienne, ça a toujours été une cause défendue par la gauche. Depuis le 7 octobre, évidemment, ça a divisé beaucoup, puisque certains ont eu du mal à qualifier le Hamas de mouvement terroriste, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui. Et pourtant, ce qui a eu lieu le 7 octobre ne peut pas être qualifié d'action de libération. Ouais, je voudrais peut-être à un moment qu'on puisse parler de l'ONU, parce que j'ai un auditeur qui me dit la majorité des États membres de l'ONU ne classent pas le Hamas dans le groupe des organisations terroristes, à l'instar de la Chine, la Russie, etc. L'ONU, c'est quoi aujourd'hui ? C'est quoi ce machin ? Michelle Bachelet, quand elle est partie de l'ONU, avait laissé un dossier explosif sur les Ouïghours et la façon dont sont traités les musulmans ouïghours. Qu'a fait le président de l'ONU ? Il l'a mis sous le tapis, il a complètement étouffé ça. Donc l'ONU, je veux bien, mais aujourd'hui, je trouve pas qu'il se distingue par des positions. L'ONU est entre les mains du Sud profond, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud profond, c'est-à-dire les États qui ont décidé intéressez-vous au rapport de Michel Bachelet sur les Ouïghours et l'extermination des musulmans ouïghours. Écoutez, toutes les délibérations qui ont été prises depuis le 7 octobre, puisqu'on est sur ce sujet-là, les Ouïghours, on regardera, mais sur ce sujet-là de l'attaque du 7 octobre du Hamas dans les kibboutz, toutes les délibérations de l'ONU vont dans le même sens. Ouais. C'est-à-dire Israël
est coupable, au même titre que le Hamas. Non, mais d'ailleurs, si on veut revenir sur l'ONU, on en est là aussi parce qu'aucune des résolutions de l'ONU concernant Gaza et ce qui se passe au Moyen-Orient n'a été respectée par Israël. Ouais. Donc voilà aussi, l'ONU, c'est aussi, ça marche d'un côté, mais aussi de l'autre. Ouais. Donc ça sert, c'est le dernier rempart, je pense, de diplomatie où des gens qui ne se parlent plus sont obligés de se parler à l'ONU quand même. Donc oui, c'est des moquettes, c'est très feutré. On a l'impression que ça sert à rien, mais peut-être c'est là que peut se jouer des embryons de paix quelque part. Si, il y en a un qui me traite d'idiote. Si, je sais l'ONU, pardon, je m'intéresse, je lis, j'écoute, et je sais exactement ce que dit l'ONU. Merci pour le compliment. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Ça commence fort. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On pourrait faire une émission sur les terrains lourds, parce que ça change. Je peux t'en parler. Oui, on en reparlera. Christian de Villeneuve, journaliste politique passionné d'hippisme, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. D'hippisme, d'hippisme. Hippisme, voilà. Alexis, vous êtes prêts pour les JO ? Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio le jeudi matin, et Poulain sans réserve tous les vendredis. Ce sera demain à midi, comme tous les vendredis. Jérôme Dubu, membre du pôle idée d'Horizon, et Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy. Vous êtes également vice-président de la région Île-de-France. On va revenir sur cette information. Je crois que c'est votre coup de gueule, la CGT qui menace de grève pendant les JO. Emmanuel Macron qui reçoit les chefs de parti au sujet de l'Ukraine. La laïcité à l'école avec des propositions du Sénat. Est-ce que ça va suffire ? On parlera de tous ces sujets avec vous. On continue notre tour de table. Christian de Villeneuve, c'est un sujet qu'on aurait pu aussi, qu'on va développer avec vous. C'est un coup de cœur. Oui, je voudrais saluer l'initiative du groupe Horizon, d'ailleurs présidée par Édouard Philippe. Cette initiative est destinée à rétablir la possibilité du cumul des mandats. Je m'explique, c'est-à-dire que cette réforme permettrait à un député ou un sénateur d'exercer localement des fonctions exécutives, c'est-à-dire qu'il pourrait devenir adjoint au maire, vice-président du conseil départemental ou vice-président du conseil régional. On peut d'ailleurs s'étonner que la réforme n'aille pas un peu plus loin et rendre possible de devenir maire, qu'un maire puisse devenir député ou président d'un conseil régional ou départemental. Alors ce que je crois, c'est que on reproche trop souvent à nos élus, aux élus nationaux d'être déconnectés de la vie quotidienne, pour penser que cette réforme serait un pas, je dis bien seulement un pas, mais qui permettrait aux élus d'être plus conscients des problèmes ou des sentiments ou des opinions des concitoyens. Alors cette idée, je pense que de la remise en question des cumuls de mandats est une idée qui est dans l'air quand même, parce qu'il y a des élus du MoDem, il y a des élus de l'UDI, il y a des élus de Renaissance qui l'année dernière et ces derniers mois ont remis en cause cette loi de non-cumul des mandats. Souhaitons que cette réforme cette proposition de loi doit passer, je crois, au courant mars, soit mieux accueillie, parce qu'elle va quand même dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la proximité entre le national et le local. Vous en pensez quoi ? Vous êtes maire ? Ça va dans le bon sens, c'est pas encore suffisant, mais déjà, il y avait toujours une loi sur le cumul des mandats. Il est question de revenir sur la dernière loi. Ce qui était autorisé, c'était d'avoir 2 mandats. Un mandat parlementaire et un mandat d'exécutif local. Là où il n'y a pas tellement de rationalité, dans la proposition de loi, vous pouvez être vice-président de la région Île-de-France, mais pas maire d'une commune de 500 habitants. Donc on voit que on va pas au bout des choses. Mais cette réforme qui a été faite, et on était sur quelque chose qui était très cadré il y a encore 56 ans de cela, qui permettait un exécutif local, un mandat parlementaire. Ça permettait d'ancrer les gens dans le territoire. Et faire cette réforme sans réforme du statut de l'élu, on aboutit à quoi ? On a des élus qui sont déracinés, déconnectés au Parlement, qui ne connaissent plus les sujets. On a des élus au Parlement qui n'ont plus de base élective locale et qui donc sont totalement soumis aux partis. On a renforcé le rôle des partis. On a des élus locaux qui sont plus faibles et donc de ce fait-là, on a renforcé l'État déconcentré dans les territoires. On a fait l'exact inverse de ce qu'on voulait faire. On a affaibli le Parlement, on a affaibli les élus locaux, on a renforcé les partis et on a renforcé l'État. Donc il faut avoir le courage de dire
pas en amende, parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait, et je suis content qu'Horizon le fasse, que le groupe Horizon le fasse, c'est ce qu'on défend aussi à l'UDI, au MoDem, avec plein de partis, qu'on dise, on revient un peu là-dessus. Il faut revenir complètement. Oui, c'est ce que je pense. Il ne faut pas être dans la demi-mesure. Exactement. Ouais. Non, mais ça, là-dessus, on est d'accord. Moi, je salue évidemment le travail qui a été fait par les députés Horizon sur ce sujet, parce que c'est pas la première fois, mais j'ai l'impression que là, ça va pouvoir aboutir. Alors, est-ce que le gouvernement va accepter ça ? Je n'en sais rien. C'est le sujet, mais dans les parlementaires, j'ai l'impression que le consensus est en train de se faire en disant, effectivement, ce qui s'était passé auparavant, où on avait effectivement des baronnies qui s'étaient installées, c'était un peu pour ça que la loi avait été faite, pour briser un peu ces baronnies. Finalement, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que on est allé trop loin et en brisant les baronnies, on a brisé le lien entre le territoire et le parlementaire. Alors les sénateurs, c'est un peu moins vrai parce que effectivement, ils sont élus par un collège un peu plus restreint, souvent des élus locaux, donc ils sont en contact direct avec les élus locaux. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais les parlementaires, les députés sont complètement déconnectés de la réalité. Ça, c'est clair. Quelle que soit la tendance, d'ailleurs. Alors, on dit que c'est très vrai chez Renaissance. Bon, moi, je n'ai pas regardé ce que faisaient les autres. On prend LFI ou le RN. J'ai l'impression que c'est pas mal non plus. Donc, ça traverse un peu tous les partis politiques. Et effectivement, les citoyens, d'ailleurs, ça s'est traduit aux dernières élections législatives. C'est-à-dire qu'on a eu plus d'abstention pour la première fois que de votants. Alors, Malika Sorel qui nous écoute me dit, pendant 40 ans, ils ont cumulé les mandats pour quel résultat ? Déjà qu'ils se concentrent sur un job. Elle n'a pas tort. Est-ce que c'était mieux ? Mais c'était différent. Moi, je pense qu'on voit quand même un affaiblissement du parlementarisme dans ce pays avec la déconnexion. C'est pas rien. Quand vous avez un mouvement comme les Gilets jaunes qui arrive, je pense que s'il y avait eu davantage de députés maires, de gens qui étaient sur le terrain, la remontée serait faite en amont, avant qu'on en arrive là. Le député, il est aussi sur le terrain. Il a des permanences. Oui, il a des permanences, mais c'est pas la même chose que d'être de moins en moins, et de gérer surtout des problématiques locales au quotidien. Là, vous avez des gens qui vont aller en permanence pour entendre, voir un peu ce qui se passe, mais c'est pas la même chose que d'être confronté à des votes sur du budget, sur les transports, sur l'école, sur tout ce qui se passe réellement dans la vie des concitoyens au local. Et en cela, c'est sûr qu'on a perdu beaucoup, et on voit bien cette assemblée déconnectée. Oui, c'est un fait. Vous pensez que vous avez les moyens, vous, avec une ville comme Mency, d'être député et maire ? Mais bien sûr. Mais ça a fonctionné pendant des décennies. Enfin, on passe notre temps dans ce pays à dire c'était mieux avant. C'était mieux dans les années 60, dans les années 70. Elle dit pas ça. Elle dit pour quel résultat ? Justement, quand on parle de cette nostalgie française des années 60 ou 70, il n'y avait aucun cumul des mandats. Il y avait 3-4 mandats qui étaient cumulables. Le système qui a été mis en place à la fin des années 80, c'était 2 mandats secs. Fin des années 80, début des années 90. Et c'est quelque chose qui permettait effectivement d'avoir un équilibre. La réalité, c'est que c'est aussi donner du poids, du pouvoir aux élus. Le pouvoir, vous savez, quand il n'est pas exercé par les élus, il se fait ailleurs. Il se fait sur l'administration, il se fait sur il se fait sur les médias, il passe sur d'autres sujets. Et on ne peut pas reprocher d'un côté aux élus de dire vous n'avez plus d'impact sur ce qui se fait, et de l'autre leur enlever les moyens de faire. Et l'un des sujets de fond, c'est que les élus n'ont pas le courage de dire que quand vous êtes député-maire, vous impactez plus sur un territoire, vous avez les moyens de défendre un territoire. Quand vous êtes député aujourd'hui et que vous pondez des lois sur la fiscalité locale, sur le logement, comment on construit dans une commune, comment on accueille des enfants dans une école, alors que vous n'avez jamais été élu local, mais vous parlez de sujets que vous ne connaissez pas. C'est à peu près aussi irrationnel que si on me demandait de parler de biochimie ou de nanotechnologie. C'est totalement fou. Et en fait, on a fait des députés qui sont totalement déconnectés des sujets sur lesquels ils doivent travailler, et surtout, mais c'est un vrai problème de fond, qui sont inféodés à leur parti politique. Parce que quand vous n'êtes plus que député, eh bien vous êtes totalement tributaire de votre investiture et du sens de la vague. Des contre-exemples comme Monsieur Falorni, qui avait battu Madame Royal quand elle s'était parachutée chez lui, ou quand on avait eu sur Boulogne avec le parachutage raté de Monsieur Guéant, ça a pu être fait parce que vous aviez des élus locaux qui étaient implantés. Aujourd'hui, un député, c'est que s'il n'est pas réinvesti, il est mort. Donc on a fait des machines à voter, on a renforcé le rôle des partis, on crève dans ce pays de dire on a des partis qui contrôlent tout alors qu'ils n'existent pas, et on n'a fait que renforcer ce pouvoir-là. Oui, moi je serais un peu plus, j'allais dire, trivial et cash que
que mon prédécesseur. En réalité, les élus qui sont reconnus, c'est ceux qui distribuent de l'argent. Distribue de l'argent, attendez, de manière très légale, et, sous forme de subventions, etc. Un député aujourd'hui qui n'a aucune fonction locale, qui n'est ni maire, ni conseiller départemental, ni à la région, il ne sert à rien. Il ne sert strictement à rien. Quand vous voyez un élu arriver, un député, quand vous le voyez arriver dans une manifestation locale, on demande qui c'est ? D'abord, on demande qui c'est. Et deuxièmement, à quoi sert-il ? À quoi sert-il ? Parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui. Il ne sert strictement à rien. C'est totalement déconnecté. Donc, il faut rétablir le double mandat. Déconnecté, ça veut dire quoi ? Parce que c'est aucun pouvoir, notamment aucun pouvoir financier. Donc, on vient pas le voir. Il est complètement isolé. Enfin, moi, je vois très bien comment ça se passe depuis la réforme du non-cumul. Mais déconnecté, il y a 2 niveaux de déconnexion. C'est-à-dire, Malika Sorel poursuit la discussion. Elle dit, mais moi, je pousse mon caddie et j'ai pas été élu local. Et je sens très bien la France, mais il y a ce que vous dites aussi sur les réalités économiques et le tissu social d'une commune et d'une région. La réalité, c'est qu'on a beaucoup de parlementaires aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle des parlementaires hors sol. Et dans le même temps, on a affaibli les élus locaux. Bon, on va marquer une pause et on va parler de la CGT avec vous, Alexis Poulain, dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors Alexis Poulain, vous aviez un coup de gueule, ou un coup d'étonnement. Non, un coup de cœur parce que c'est ce pays, c'est la France, c'est merveilleux. Vous voyez, on a les Jeux Olympiques. Alors c'est formidable, ça devrait être une liesse populaire, un moment incroyable. Dans ce pays, c'est un débat par jour, un cafouillage par jour. Alors là, c'est les billets. Une polémique par jour. Une polémique, mais il y a des vraies polémiques. Là, il y a des billets qui ont été vendus, mais qui vont finalement pas être pour les bonnes épreuves sportives. Enfin bref, la question sécuritaire qui est un vrai casse-tête. Et là, évidemment, la France, c'est un pays qui est connu pour ses vins, ses fromages et ses grèves. Et la CGT va faire le boulot. Elle sera au rendez-vous de l'image de la France. Et donc, il n'y a pas de trêve olympique puisque Madame Binet a expliqué que ça fait des mois que la CGT demande, notamment sur la garde des enfants des agents du service public, qu'elle soit assurée pendant cette période de Jeux Olympiques où les agents publics vont être sursollicités. Et il n'y a pas eu de réponse du gouvernement. Donc, il y a eu un préavis qui va être posé en avril. On peut espérer que c'est pour accélérer les négociations et que les choses soient trouvées. Mais je pense qu'il n'y aura pas besoin des grèves. Si on regarde déjà la question des transports, vous êtes à la région Île-de-France, c'est un casse-tête sans nom. Sur les bus, on apprend que les bus, finalement, on n'a pas trouvé encore la solution miracle. Sur les métros, ça va être compliqué. Les chantiers qui ne sont pas terminés. Et l'idée aussi de ce périmètre sécuritaire avec des QR codes là qui commence à être un casse-tête vraiment pour le préfet de Paris et pour tout le monde. Donc voilà, c'est ça. Et en parallèle de ça, alors ça, la polémique, on sait faire, les grèves, on sait faire. Mais pour ce qui est de faire la promotion des Jeux, on en parlait en antenne, on ne voit rien dans les rues, à la télé, quoi que ce soit. C'est comme s'il n'y avait pas de Jeux Olympiques qui allaient se passer, parce que soit les pouvoirs publics ont peur que ce soit un énorme fiasco, donc ne promettons pas trop, soit vraiment on a honte, ou je sais pas. C'est le mot. Moi, je trouve qu'on a les JO honteux. Donc ce qui est quand même invraisemblable. Depuis le temps qu'on les attendait, et franchement, mais vous avez un sentiment de fierté de quelque chose dans ce qu'on voit, dans ce qu'on nous annonce ? Parce que Paris est la plus belle ville au monde et qu'on ait l'occasion pendant 15 jours de faire la promotion de Paris, de la France, je trouve que c'est une bonne chose. Mais je pense que effectivement les menaces de grève renvoient une image de la France pas terrible. Et je vois que par exemple sur les réservations les réservations pour le mois de juillet, pour le mois d'août, baisse considérablement. Il y a les prix aussi, je pense qu'il faut pour l'instant ils ne font pas le plein, ce qui est quand même très très surprenant. Donc je trouve ça très préjudiciable que ces menaces de grève renvoient une image déplorable de la France à l'étranger. Oui, alors la CGT conteste l'accusation de déposer des préavis avant toute négociation. Ils disent que ça fait des mois qu'ils répètent la même chose. Absolument. Et c'est sur un point bien particulier de la garde des enfants des agents du service public. Absolument. Non mais
Attendez, la CGT, elle est déposée un préavis de grève. Commencez par voilà, c'est ça, de 6 mois. Jusqu'au mois de septembre. Ad vitam aeternam, quasiment, quoi. Pendant tous les JO et pendant les Paralympiques, enfin bref, absolument n'importe quoi. Moi, je fais parfaitement confiance à Jean Castex pour régler par la négociation ce sujet. Ça a été traité avec les forces de police et de gendarmerie. Il y a 45 000 maintenant forces de police et de gendarmerie, 45 000 effectifs qui vont être déployés. C'est le plus gros déploiement jamais réalisé. Il reste au niveau sécurité, la sécurité intérieure, parce qu'il y a des problèmes de recrutement qui sont toujours là et qui sont toujours pas réglés, mais Darmanin a fait le job, si je puis dire. Donc, je pense qu'au niveau des transports, ça va bien se passer. En France, on a le chic pour transformer des choses positives en choses négatives. Oui, mais enfin, on nous annonçait une grande fête populaire avec plus d'1 million de spectateurs. On apprend hier que il y en aura pas 1 million, il y en aura que 300 000. Que ça faisait longtemps, c'était plus 1 million. Ça, ce qui était totalement intenable dès le début. Parce que, mais 300 000, qui seront ces 300 000 des gens on le sait, oui, des gens invités par la mairie de Paris, par les associations. Mais vous, moi, enfin... Non, pas seulement par la mairie de Paris, par il y a les villes aussi. Mais le français moyen lambda qui veut assister, il peut pas. On savait que le million n'était pas tenable. On savait pourquoi on l'a annoncé. Enfin, je veux dire. Non, on était déjà revenu à 600 000. Oui, on est à 300 000 et gageons qu'on passera à 100 000 dans peu de temps. Il y a moyen. Non, mais c'est qu'il y a plein de. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la fermeture des ponts de Paris dès le 1er juillet. Enfin, on va garder 5 ponts ouverts. Je ne sais pas comment ça va être possible de tenir un mois entier sous cette. Je peux vous dire que déjà le pont de Sully et le pont d'Austerlitz sont fermés. Je peux vous dire que c'est épouvantable. Le principal souci, je pense qu'on va voir qu'on ne mesure pas, c'est l'engorgement du réseau routier. C'est exactement ça. Parce que vous parlez des 5 ponts dans Paris, mais c'est une voie du périphérique, c'est une voie sur les grandes pénétrantes autoroutières, et donc encore sur Paris, il y a un niveau de densité de transport qui sera tenu, parce que la région, l'État, la RATP mettent les moyens, il y a un problème de recrutement aujourd'hui, mais qui va se tenir, il y a un niveau de densité de transport en commun qui tiendra. Le problème, pour moi, tel que je vois, ça va être pour les banlieusards. Je suis un élu de grande couronne, je suis un banlieusard, qui n'auront pas la possibilité de partir en vacances, qui n'auront pas la possibilité de ne pas aller travailler, qui n'ont pas toujours la possibilité de ne pas prendre leur voiture. Et on va vivre une période très compliquée. Et ma très grande peur, c'est qu'Anne Hidalgo aille au bout de ce qu'elle a annoncé, c'est de vouloir garder une voie du périphérique non utilisée après les JO. Si c'est le cas, ça fait à partir du mois de septembre, sans étude d'impact. C'est pas une voirie régionale. Et donc on y est totalement opposé, mais c'est une voirie municipale. En théorie, pour pouvoir bouger la réglementation, la maire de Paris doit le faire après avis de l'État. Mais l'avis ne la lie pas. Et donc que l'État dise on le souhaite pas, ça ouvre logique à un contentieux. Mais ça n'empêche pas forcément la fermeture. Mais si on va sur un maintien de cette fermeture hors juillet-août, où il y a quand même un peu moins d'actifs, et où ça va déjà être extrêmement compliqué, et qu'en septembre on a une voie de moins sur le périphérique, je ne sais pas comment on va fonctionner. Et ça me fait très peur. J'ajoute qu'on a eu l'exemple déjà avec la fermeture pour réfection des tunnels d'une partie côté ouest du périphérique depuis, ça a duré presque 2 ans. Donc on ne fonctionnait plus que sur 3 voies sur cette partie-là du périphérique. C'était absolument l'enfer, tous les jours, y compris dimanche. La CGT va au-delà de la garde des enfants. Elle parle des hôpitaux, c'est-à-dire qu'on demande au personnel des hôpitaux d'être là aussi. Il n'y a pas de moyens supplémentaires. Il y a les histoires d'hébergement aussi pour tous ceux qui vont venir assurer la sécurité. Et là, on est d'accord que ce sont des revendications qui sont justes. Donc il faut qu'à un moment, le gouvernement que quelqu'un leur réponde. Je crois qu'ils réclament des primes à la hauteur pour les policiers, c'est-à-dire je crois qu'ils ont obtenu 1 900 € par les policiers ont obtenu ce qu'ils voulaient. Voilà. Mais donc, les autres agents du service public aussi seront sur le pont. Pourquoi on devrait se réjouir d'avoir les Jeux Olympiques ? Parce que c'est un spectacle formidable, universel. On le regarde à la télé, moi je serais ravi qu'il soit à Londres. Vous êtes rabat-joie. Non. Vous allez le regarder à la télé, donc que ce soit à Paris, à Londres ou à Rio, qu'est-ce qu'on en a fait ? Il y a un décalage horaire quand même. Il n'y a pas de décalage horaire, effectivement. Bon, allez, faisons un peu de cocorico. Faisons, allez, à Barcelone, ils ont déjà toutes les infrastructures. Un peu de cocorico, ça fait du bien. Et puis quand même, l'aspect positif, c'est que le village olympique, moi je voudrais insister là-dessus, la région était partie prenante. Non, le village olympique a été, d'abord le budget a été tenu,
de tous les équipements. Le budget a été tenu à l'heure actuelle. Et deuxièmement, tout a été livré en temps et en heure. C'est une performance exceptionnelle. Bon, c'était le plus grand chantier d'Europe. Alléluia. C'est bien pour une fois. Bien pour une fois. Voilà une bonne nouvelle. Recherchons un peu de positif quand même. Allez, du positif. Mais bon, sauf qu'on ne sera pas là. Donc voilà. On se retrouve dans un instant avec vous pour continuer à commenter l'actualité, avec Emmanuel Macron qui reçoit les chefs de parti au sujet de l'Ukraine en ce moment même. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, la radio du rugby. Salut à tous, c'est François Trio de la team rugby de Sud Radio. Galles-France, c'est l'affiche du week-end et on va la vivre ensemble sur Sud Radio en compagnie de Daniel Herrero depuis Cardiff. Dans l'ambiance incandescente du chaudron gallois, les Bleus vont-ils se remettre sur les bons rails? Réponse dimanche à 16h pour ce Galles-France importantissime. Tous derrière le 15 de France avec Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec Christiane Villeneuve, Alexis Poulain, Jérôme Dubu et Jean-Philippe Dugouin-Clément. Alors je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron, chef de guerre. Je voudrais que vous m'expliquiez cette prise de position. Alors j'ose poser cette question comme ça, puisque tout à l'heure j'avais Georges-Marc Benamou, intellectuel, qui lui-même semblait un peu perdu sur l'attitude d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qui dénonce les lâches, qui a pris position, vous avez vu, contre ses partenaires européen en disant qu'il fallait se battre contre Moscou, que Moscou ne pouvait pas gagner. Oui, mais alors c'est toute la difficulté en fait de se positionner. Moi, ce qui me fait rire, c'est on voit l'empreinte des cabinets de conseil et de la com dans ce qu'est la guerre en réalité. Est-ce qu'on parlait de seuil de belligérance? Est-ce qu'on parlait d'ambiguïté stratégique avant cela? Je pense que les états-majors s'arrachent les cheveux parce qu'en réalité, il s'agit de politique politicienne. Il y a à la fois les élections européennes de juin qui sont là. Il y a le fait que les élections américaines aussi ont ralenti l'aide à l'Ukraine et donc l'Europe est en train de se substituer à Washington pour rassurer Zelensky et ses troupes qu'ils ne seront pas lâchés en race campagne. Donc c'est beaucoup d'effets d'annonce avec derrière des réalités qui sont loin du terrain. Si on regarde ce qui se passe en Ukraine, l'armée russe avance, les Ukrainiens attendent toujours des armes des Européens et des partenaires de l'OTAN qui n'arrivent pas à la cadence escomptée. Et puis quand on regarde l'état des forces en présence, l'armée française, si on regarde, c'est 15 000 hommes mobilisables en plusieurs semaines avec un stock de munitions qui n'ira pas loin. Et toute la logique aujourd'hui du réarmement, de dire il faut se mettre en économie de guerre, c'est-à-dire si on est sérieux dans le soutien à l'Ukraine, alors il faut donner les moyens à l'Ukraine de se défendre, mais défendre et jusqu'où et comment, et est-ce que ça peut tenir sur le long terme, vu déjà le bilan humain catastrophique de cette guerre. Donc il y a beaucoup d'annonces. La réalité, c'est qu'on est loin derrière. On n'a pas les moyens de nos ambitions, non, clairement pas. Et même Washington d'ailleurs est clair. Il n'est pas question d'envoyer des troupes. Là, il est question de vendre des armes. Et l'Ukraine, je le rappelle, n'a pas des armes gratuites. C'est des prêts qui font que l'Ukraine achète des armes. Donc on a le commissaire européen Thierry Breton qui veut faire remboursables. C'est des prêts non remboursables. Ça reste quand même globalement 90% de l'aide à l'Ukraine américaine revient aux États-Unis sous forme de subventions quasiment. Donc c'est une réalité, ça, c'est une réalité que personne ne veut voir. Et la réalité que personne ne veut voir sur le terrain, c'est les pertes catastrophiques et une guerre de tranchées où l'Ukraine recule jour après jour. Oui, parce ce qui légitime justement la position de Macron, qui finalement est un lanceur d'alerte, en particulier à la destination des partenaires européens. Moi, je suis pas choqué. Je suis pas choqué du tout. Je pense que la situation est gravissime. On va assister à une arrogance terrible de Poutine qui va être réélu triomphalement dans les prochaines semaines. Et puis quand même, il y a un rendez-vous qui est extrêmement inquiétant, c'est celui des élections américaines. Je pense qu'on peut de moins en moins s'abriter sous le parapluie américain. Donc que Macron prenne date par rapport à ses partenaires européens et qu'il en appelle finalement à une accélération de la construction de la défense européenne, je pense que c'est une bonne chose. Ouais, cette défense européenne qui n'existe pas. Je sais, mais donc ce matin, Emmanuel Macron, pour être très précis, reçoit les chefs de parti pour débattre avant, justement, pour essayer de discuter avec eux avant le débat au Parlement sur l'aide à apporter à l'Ukraine. Jérôme Dubu. Non, moi je partage un peu ce que disait Alexis sur le fond.
on est très loin des réalités. Maintenant, je préfère le Macron d'aujourd'hui que le Macron d'il y a 2 ans, qui pensait qu'il allait pouvoir négocier avec Poutine, alors que Poutine voulait absolument conquérir l'Ukraine et que rien ne l'arrêterait. Bon. Rappelez quand même que si l'Ukraine perd, c'est nous qui perdons. Ça, c'est quand même un slogan assez fort. Je trouve que beaucoup de gens l'ont oublié aujourd'hui. Alors, sur l'affaire des États-Unis, moi, je suis très partagé parce que si Trump est élu, il est tellement imprévisible que tout est possible. Il est même capable de soutenir l'Ukraine à 200%, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il est capable de tout. Donc, voilà. Soyons un peu prudents sur ce sujet, mais en ce qui concerne en tout cas il n'est pas rassurant quand même. Hein. Oui, enfin, il dit tout et son contraire, donc on peut parfaitement penser qu'il pourrait aussi soutenir l'Ukraine. Dans tout que dans. Oui, parce qu'il a besoin de fédérer son électorat, mais une fois au pouvoir, on ne sait pas. Donc, mais en tout cas, en ce qui concerne Emmanuel Macron, moi, je pense qu'il faut le soutenir dans son action aujourd'hui, et de fait. Alors, mais comment, avec quels moyens Alexis a raison, on est loin de la réalité parce que. Effectivement, il y a un affaiblissement visiblement. Moi, je suis pas sur le terrain, et pas dans les arcanes diplomatiques, mais d'après ce qu'on en sait, il y a un affaiblissement effectivement assez considérable de l'armée ukrainienne parce qu'elle manque d'hommes et elle manque de munitions. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Mais l'armée russe n'en profite pas vraiment. Non. Moi, je voyais quelle était la conquête des armées russes depuis un certain temps, depuis 3 ou 4 mois, c'est 40 km². Bon, 40 km², c'est ridicule. Au prix de pertes épouvantables, de pertes humaines épouvantables. Alors ça, il s'en fiche complètement, Poutine. Effectivement, le pouvoir qu'il a, effectivement, lui permet de consommer de la chair à canon pendant des mois et des mois et des mois. Mais néanmoins, c'est pas non plus un triomphe de la Russie. Il faut savoir qu'il pensait conquérir l'Ukraine en 3 jours. Ouais. Bon, ça ne s'est pas fait 2 ans après. Mais, alors, heureusement parce que l'Ukraine n'existerait plus, malheureusement parce qu'on a des centaines de milliers de morts. Bon, et que ça va continuer. Ouais. Donc, moi, je pense que Macron a raison et qu'en parallèle, il faut que la diplomatie soit renforcée pour qu'on arrive à une solution diplomatique, parce qu'on ne va pas continuer à consommer des centaines de milliers de morts. Et la solution diplomatique passe par le rapport de force. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Le problème, c'était que fondamentalement, aucun des deux ne peut perdre. Et il n'y aura pas de victoire ou de défaite de l'un ou l'autre. Il y a un pays de 45 millions d'habitants d'un côté, un pays de 200 millions d'habitants de l'autre, l'un qui est puissance nucléaire, l'autre pas. Et si on n'arrive pas effectivement à aller vers une solution diplomatique, on sera ici dans 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des dizaines de milliers de morts en plus, et on ne sera pas sorti des choses. Et ça, je pense que c'est quand même le sujet de fond que personne n'ose évoquer aujourd'hui, c'est de dire à un moment, il faudra parler. Et dans quel sens, comment, sur quelle base de rapport de force, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est là où je vous rejoins, c'est que la France, au travers du président de la République, cherche à prendre une prééminence diplomatique sur l'Europe, qui est un nain politique et militaire, pour essayer de réimpulser avec un désengagement des Américains à venir. Ça a toujours été la tendance. On peut se dire que Trump, qui n'est pas encore réélu, mais s'il l'est, est imprévisible. Il y a quand même un désengagement de fond des États-Unis, à un moment où l'Europe devra être capable de s'assumer elle-même. Donc vouloir prendre une prééminence là-dessus, c'est cohérent. Là où moi je suis quand même beaucoup plus réservé, c'est sur le discours extrêmement belliciste, parce qu'en fait on n'est pas crédible. D'une part, on fait peur aux gens en France, et de l'autre, Alexis Poulain disait 15 000 militaires. On va dire que c'est entre 15 à 30 000 militaires projetables, en tenant compte de ceux qui sont déjà à l'étranger sur des missions de sécurisation ou de protection. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine elle-même affirme avoir eu plus de 30 000 victimes militaires. C'est-à-dire c'est plus le nombre de morts ukrainiens que la capacité de projection totale de notre pays. On n'est pas aujourd'hui armé, on n'est pas à l'échelon. Et ça, je pense que quand on dit ça, on a un effet intérieur qui est un effet extrêmement anxiogène. Je suis pas convaincu qu'on ait un effet extérieur qui change les lignes ou qui fasse peur à la Russie. Et au fond, je crois que c'est surtout un message de politique intérieure, si on se dit les choses. Le durcissement du discours belliciste, c'est vraiment une logique d'affrontement, de clivage et de bloc entre les pro-ukrainiens et ceux qui étaient pro-russes. Parce que tout le monde oublie de le dire, mais on a quand même une extrême droite qui était historiquement dans ce pays pro-russe, qui est toujours extrêmement ambigu et embêté sur ce sujet. Et je pense que c'est essentiellement une question de discussion intérieure. La Russie progresse
dit depuis des mois, mais 40 km². On sait que le front est stabilisé, va pas y avoir d'effondrement dans les semaines qui viennent. Par contre, il y a une élection dans 3 mois. Il y a tout de même un point qui doit être souligné, c'est que Nixon et Kissinger avaient élaboré la théorie des dominos. C'était dans l'ex-Indochine, vous vous souvenez, en disant si celui-ci tombe, si ce pays tombe, les autres vont tomber. Bon, on est exactement, je ne sais pas si les gens se rendent compte, on est exactement dans la théorie des dominos à l'Est. Parce qu'après l'Ukraine, c'est quoi? Après l'Ukraine, ce sont les pays baltes. Personne n'ira se battre pour les pays baltes, j'en suis convaincu. Personne n'ira. C'est la Moldavie. Je pense que là, on agit des peurs. Non, c'est pas des peurs. C'est un. Aller dans les pays baltes. Et regarde ce qui s'est passé depuis que Poutine est là. C'est systématiquement des conquêtes. Alors ça a été des conquêtes un peu en catimini parce que personne n'a réagi avec la Crimée. La Crimée, surtout la Géorgie. C'est là où tout commence. Oui, mais la Moldavie, c'est la même chose. Qui va bouger pour la Moldavie? Personne. Or, on est dans cette théorie des dominos qui fait que petit à petit, Poutine va grignoter, j'en suis convaincu. Ouais. Moi, je crois pas, parce que justement, les Pays-Bas sont membres de l'OTAN déjà, donc il ne s'attaquera pas à un pays membre de l'OTAN, et ça c'est important de le souligner. C'est quelque chose de l'OTAN là. Non, mais oui, parce que c'est pas rien. Et donc, d'où les accords d'ailleurs bilatéraux France-Ukraine, Allemagne-Ukraine, etc., pour accélérer les choses aussi et éviter que ça aille trop loin. Maintenant, on agite des peurs immédiates. Les pays baltes, l'Estonie avait subi une attaque dans les années 2000, une attaque cyber de la Russie où tous les systèmes informatiques des services publics avaient été arrêtés. Depuis, ils ont su se défendre, ils ont développé une capacité. Mais Poutine s'est pas amélioré depuis 2000. Mais je dis pas que ça va mieux, mais je dis qu'il y a une expérience de terrain de ces pays, des attaques immédiates et de la frontière immédiate aussi. La Finlande, évidemment, qui a plusieurs milliers de kilomètres de frontières. Ouais. Donc, et après, il faut c'est ça qui est terrible en stratégie et en géopolitique, c'est qu'à un moment, il y a le discours, il y a le positionnement, et puis il y a la réelle politique, qui est toujours un truc très sale, où on va dire, bah oui, on va faire alliance avec des dictateurs, bah oui, on va se mettre d'accord sur le dos d'anciens alliés, bah oui, on va faire quelque chose. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit une Europe qui est en train de sombrer dans une crise économique de grande ampleur, avec l'Allemagne qui est en récession, c'est pas rien, la première économie européenne en récession, la France qui a bien du mal, on va parler de Bruno Le Maire dans un instant, et on continue à vouloir se mettre en mode économie de guerre, alors même que on est déjà affaibli sur tous les fronts et on ne se pose pas la question de l'après. Qu'est-ce qui se passe quand Poutine va mourir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec la Russie? Est-ce qu'on va systématiquement devenir une Europe anti-russe? Parce qu'il faut se protéger du voisin russe qui serait trop grignotant, trop dangereux, ou est-ce qu'on peut à un moment, de manière stratégique, envisager des alliances de côté? Et si l'Europe devient une Europe puissance, elle peut pas être une Europe simplement atlantiste. Elle devra parler avec tout le monde et faire en sorte que ça fonctionne pour son économie, pour ses intérêts. Vous savez, on n'a pas d'amis en réel politique, on n'a que des intérêts. Oui, d'accord, mais ça c'est du long terme. Pour le moment, il faut défendre les Ukrainiens parce que c'est quand même notre ligne de défense de la liberté. Je suis désolé de le dire. Mais vous êtes d'accord, on va défendre les Ukrainiens, mais comment? Avec quels moyens? Il faut accélérer l'effort qu'on fournit, ça c'est évident. Mais quel effort? Vous envoyez des hommes? Non, des munitions, rien que ça. Des munitions? Ne serait-ce que des munitions. On a fourni 300 000 obus, on devait en fournir 1 million sur 2023. C'est largement suffisant. Largement suffisant. Commençons par ça. Cette réunion des chefs de parti, donc elle est destinée à préparer un vote au Parlement qui va décider de quoi? C'est un vote consultatif. Consultatif, donc qui sert à rien. Sur l'accord. On peut pas quand même reprocher au président de consulter sur une question essentielle et de qu'il y ait un vote au Parlement, qu'il y ait un débat au Parlement sur une question. Moi, je pense qu'on ne prend pas la mesure de la folie de Poutine. Il suffit de lire les matchs du Kremlin. Poutine qui a un mépris extraordinaire pour l'Occident, pour l'Europe. Donc il suspect de toutes les folies. Et donc je pense moi je serais beaucoup plus prudent que vous ne l'êtes. Bon, on va marquer une pause. On se retrouve dans un petit instant après la pub. On va parler de la laïcité à l'école et puis de l'État qui n'est pas une pompe à fric. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Parlons de ce rapport sénatorial qui pointe la terrible solitude des enseignants. Là aussi, on a l'impression qu'on découvre la Lune. Ça fait quand même des années que les enseignants alertent. On pense au rapport Aubin, on pense toujours à Malika Sorel qui nous écoute et qui a été présidente du Haut Conseil à l'intégration qui me dit il y a déjà plus de 10 ans, j'avais tout dit et tout écrit dans le rapport du Haut Conseil à l'intégration sur l'école et sur la laïcité où vivaient ces gens-là. C'était un rapport officiel, donc ils auraient dû le lire et agir. Et quand je vois ce matin, j'ai lu principalement dans le Parisien les différentes mesures proposées, instaure tous les ans en octobre dans chaque établissement scolaire un hommage aux enseignants assassinés, élaborer dans chaque établissement un projet incluant des actions pour mettre en avant les valeurs de la laïcité, mieux préparer les agents de l'éducation nationale et des collectivités aux situations de tension. On est sur de la protection, et on n'est pas sur de l'offensif, on n'est pas sur des mesures répressives ou en tout cas autoritaires. Il y a la proposition des sanctions pénales pour défaut d'assiduité. Oui, c'est ça, sur des gens qui ne seront pas solvables ou qui auront organisé une insolvabilité. Permettre à l'administration de porter plainte elle-même en lieu et place de l'enseignant en cas d'agression. Généraliser les moyens d'alerte directe entraîne. Mais bon sang. Enfin, je sais pas, il y a quand même... On parlait hors antenne de ce à quoi vous êtes confrontés et de la solitude des maires. Encore, vous êtes dans une ville qui est pas trop impactée par les revendications communautaires, mais malgré tout, là, on dérive un petit peu de l'agression, des agressions, mais sur les revendications, mais qui peuvent donner lieu à des violences. On voit ce proviseur menacé de mort parce qu'il a demandé à une élève de retirer son foulard. C'est principalement des revendications communautaristes. On a un phénomène de montée des revendications communautaires dans ce pays qui vont croissantes depuis déjà plusieurs décennies. On pense souvent aux revendications liées à la religion musulmane, pas que, parce qu'il y a aussi d'autres revendications qui viennent d'autres obédiences religieuses. Moi, je crois que si fondamentalement on ne remet pas... Non, mais il y a une montée d'une forme de radicalisation catholique aussi dans certains quartiers ou certaines villes. C'est beaucoup plus marginal, mais on a aussi ce type de phénomène. On est dans une société qui se communautarise, qui se clive et où la religion devient un facteur souvent d'aggravation de ces clivages. Et moi, je pense que fondamentalement aujourd'hui, l'une des difficultés, c'est qu'on laisse les maires, les chefs d'entreprise, on en parlait sur des entreprises privées, les responsables d'établissements scolaires, qu'on parle de directeurs d'école, de principaux, de proviseurs dans les collèges ou lycées ou des enseignants, on les laisse seuls face à une pression qui est une pression directe, quasiment physique, de gens qui ont des revendications qui ne correspondent pas forcément à ce qui est autorisé ou qui peut être à la marge. Et moi, je pense que si dans ce pays, on ne réaffirme pas au niveau national le corpus légal de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas dans une république qui est laïque, eh bien, en fait, on continuera à avoir cette dérive parce que on aura systématiquement une interprétation à faire au niveau local par des gens qui subissent une pression physique, mentale, morale, directe. Mais concrètement, vous faites quoi dans les établissements ? Moi, dans les établissements. En fait, c'est une question d'autorité aussi. Mais dans les établissements, en tant que maire, le type de difficultés auxquelles vous pouvez être confronté, ça va être la question alimentaire, au travers de revendications sur des menus communautaires. Ça peut être des revendications sur des créneaux sportifs réservés pour des femmes, et donc on sépare les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ça va être les grands classiques. On peut avoir la question sur des agents, sur des pratiques religieuses pendant du temps de travail, ce qu'on va retrouver dans des entreprises. Là, c'est en tant que gestionnaire d'entreprise. Moi, j'ai toujours refusé la réalité d'aller là-dedans. On fait dans ma commune des menus carnés ou non carnés quotidiennement, ce qui d'ailleurs permet que vous soyez musulman, juif, catholique, vegan ou autre, de trouver votre satisfaction, mais on n'est jamais rentré dans la logique communautaire. La réalité, c'est que vous avez beaucoup d'élus, beaucoup de chefs d'établissement qui, quand ils n'ont pas 1 cas, 2 cas, 3 cas à gérer, mais que c'est 10 cas, 20 cas, 30 cas, et puis qu'il peut y avoir une demande beaucoup plus forte, beaucoup plus prégnante, beaucoup plus agressive, qui sont totalement démunis ou en situation de risque ou en situation d'abandon. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas laisser l'échelon local, que ce soit les maires, les chefs d'entreprise, les enseignants, seuls là-dessus. Et on doit remettre
qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Est-ce que dans ce pays, on autorise une pratique religieuse sur un lieu de travail? Est-ce que dans ce pays, on autorise des menus confessionnels dans des écoles qui sont des écoles public. Est-ce que, enfin voilà, on a toute une série, et ça c'est à l'État de remettre vraiment les choses au clair, de redonner la règle, et de permettre tout simplement au chef d'établissement, au maire, au chef d'entreprise de dire non madame, non monsieur, je ne peux pas parce que la loi ne me l'autorise pas. Parce que comme on est dans le phénomène d'interprétation aujourd'hui, vous ne voulez pas parce que vous êtes anti-ceci, vous êtes anti-cela ou vous êtes militant d'eux. Et ça, c'est des choses qui sont intenables pour beaucoup d'acteurs locaux. Mais oui, pour en revenir au rapport, je partage tout à fait ce qui a été dit. Mais sur le rapport lui-même, bon, il décrit quand vous le lisez ou quand vous lisez des extraits, vous avez une description qui est apocalyptique, mais qui correspond malheureusement à de la réalité. Donc la réalité n'est pas travestie. D'ailleurs, ils le disent, les sénateurs. Mais quand vous lisez les recommandations, alors là, vous accouchez d'une souris. Vous avez l'impression d'une situation très dégradée. Et effectivement, elle est très dégradée depuis des années. Et elle continue de se dégrader. Mais en parallèle, vous avez l'impression que ce sont des mesurettes qui vont régler à la marge le phénomène. Faire une journée, je suis un peu désolé, je veux bien qu'il y ait effectivement des revendications des catholiques intégristes, des juifs intégristes, mais enfin le phénomène essentiel, il est concentré sur une religion que tout le monde connaît. Bon, et qui malheureusement, la religion musulmane, pour ne pas la nommer, et qui correspond malheureusement à une remise en cause des valeurs de la République et de la nation. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ce qui est au-dessus des valeurs de la République et de la nation, c'est la religion. Bon, pas dans les autres religions, pas dans la religion catholique, pas dans la religion juive, je suis désolé de le dire. Il n'y a pas de contestation des fondements de notre société. Il y a une contestation générale et maintenant malheureusement très forte et qui se traduit dans notre vie quotidienne, dans les entreprises, dans l'école, partout, je suis pas d'accord. Où il y a une revendication islamiste de contestation de notre société. C'est assez clair. Il ne faut pas confondre la majeure partie de nos concitoyens de religion musulmane avec des islamistes. Non, mais il faut bien être clair, parce qu'on parle d'une minorité. Encore une fois, les musulmans en France, ils respectent les lois de la République. Oui, mais on voit qu'il y a une problématique quand vous lisez, parce qu'effectivement, le rapport sénatorial concerne la terrible solitude des enseignants. Ils sont lâchés par le rectorat, ils sont lâchés par le gouvernement. Face aux agressions et aux menaces. Et ensuite, la suite, c'est donc le Sénat exhorte l'État à enclencher une démarche proactive et l'éducation nationale à reprendre la main pour défendre la laïcité à l'école. Donc la violence, la violence, elle vient bien de la religion. Elle ne vient pas de. Pas dit le contraire. Vous avez des gamins. Non, mais je parle d'une minorité agissante prosélyte et qui est sécessionniste. Si c'était une minorité, on n'aurait pas ce rapport. Attendez, c'est pas encore, j'espère, dans tous les établissements, chaque jour, etc. J'espère que c'est pas à ce point-là. Et si c'est le cas, après, il y a une gradation aussi. Maintenant, la réponse, si c'est pour avoir des fonds Marianne, si c'est pour avoir des trucs qui servent à rien, si c'est pour faire des référents laïcité qui ne savent même pas à quoi ça sert. Mais les 38 recommandations, on a l'impression que c'est un peu ça. Mais c'est ça. Donc la vraie question, c'est celle qui était posée sur la table. C'est quoi la loi ? Et on la respecte, on la respecte pas. Mais si on la respecte pas, alors on a affaire à la puissance publique. Non, mais c'est pas ce que vous disiez tout à l'heure, tous les trois. La question, c'est comment rétablir l'autorité et comment aider les proviseurs, les enseignants à pouvoir exercer leur pouvoir d'enseignement et le pouvoir de sanction, c'est ça la question. C'est ça la question. Et donc effectivement, c'est par une loi, par des lois, par l'intermédiaire de l'État. Dans le rapport, vous avez parfaitement raison. Dans le rapport du Sénat, moi, ce qui m'a frappé, c'est les autocensures des professeurs. Les autocensures des professeurs. Vous ne pouvez plus, dans certains établissements de la Seine-Saint-Denis, vous ne pouvez plus enseigner la Shoah. Bon, ça, c'est quand même une attaque systématique contre les valeurs de la République, contre notre histoire. On ne peut pas tolérer ça. Et ça vient toujours, je suis désolé de le dire, sans faire de discrimination, ça vient quand même toujours d'une religion, qui est une religion conquérante depuis des années et qui veut contester les valeurs de la République. C'est aussi simple que ça. La question est de savoir si c'est une religion conquérante ou si c'est un État laïque qui est faible et qui recule. Et je pense qu'il y a le cumul des deux et que dans ce pays, depuis quelques décennies,
on n'a plus le courage d'affirmer qu'on est un État laïque. Et quand on dit un État laïque, c'est pas être ennemi des religions, c'est permettre l'expression et la liberté de toutes les religions. D'ailleurs, c'est plutôt quelque chose de protecteur, parce qu'aujourd'hui, que vous soyez musulman, juif, catholique, bouddhiste, vous êtes beaucoup plus libre de votre religion en France que dans 90% des pays du monde, y compris sur des pays qui sont d'obédience musulmane ou autre. Mais fondamentalement, je pense qu'on a un recul des valeurs dans ce pays, des valeurs de laïcité et de république. Et le problème, la nature a horreur du vide. Quand vous n'affirmez pas ce que vous êtes, il y a d'autres qui le prennent. C'est fini pour aujourd'hui. À suivre André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.